Question, comment guérir de ces blessures intérieures d'enfance? Vous aurez des réponses à cette question. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait appeler blessure intérieure? Ça pourrait être quoi? Les blessures intérieures, c'est tous les traumatismes, les difficultés, les douleurs émotionnelles qu'on a gardées depuis l'enfance, souvent même depuis le sein maternel, depuis comment je vais dire, utérus, c'est-à-dire pendant que vous êtes fœtus, les blessures peuvent déjà commencer. Donc c'est tout un traumatisme, c'est vraiment un arrière-goût amer de tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance jusqu'à l'âge. Et donc, on est là et on a un mal-être intérieur, on ne se sent pas bien, on développe un peu de situations psychosomatiques qui font qu'on n'arrive pas à être vraiment épanoui, à être heureux, à être à l'aise dans sa peau, à être là où il faut, à se comporter comme il le faut. Et c'est tout un ensemble de comportements qui est venu de la part d'une situation qu'on a vécue, soit en famille, soit à l'école, soit en grandissant dans l'environnement au niveau du quartier. Donc, pour dire en un mot, c'est un traumatisme. Alors, quels sont les types de blessures intérieures qu'on peut avoir pour déjà, une personne? la première blessure qu'on peut avoir, c'est la peur de l'abandon. Parce qu'on part de l'enfance, on est toujours... la dernière fois, on disait que l'adulte, c'est l'enfant. Donc, ce qu'on a gardé comme séquelle étant enfant, c'est ce qu'on va perpétuer quand on va être adulte. Donc, il y a la peur de l'abandon. Donc, souvent, les parents, les aînés, par exemple, de famille, peut-être ont ces genres de blessures parce que le parent l'a eu tôt. Et donc, on le laissait comme ça pour aller se chercher, ou bien on le confiait à des familles, on dépose l'enfant chez des personnes. Et cet enfant-là, à chaque fois, il ne voit pas ses parents, il développe cette peur-là de voir peut-être que quand son parent le laisse, il a une insécurité. Donc, il pense que le parent va l'abandonner. Et en grandissant, c'est des personnes par exemple, qui sont jalouses, possessives, parce que ils ont peur que l'être avec qui ils vivent là les abandonne parce qu'ils ont gardé les séquelles que quand ils étaient petits, on les abandonnait régulièrement. Et ça crée une jalousie compulsive, maladive, qui à la fin finit par détruire également leur vie de couple, ou bien leur vie de parents, ou bien leur vie professionnelle. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on imagine bien que les causes sont multiples. Hein. Il y a beaucoup de causes. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques causes encore pour approfondir nos connaissances? Il y a les violences intrafamiliales. Donc, très souvent, on s'est fait battre à la maison quand on était petit. Les paires de gifles, les coups de pied, les paroles. Les paroles, c'est comme un parfum. C'est-à-dire, quand on vous a jeté une parole, c'est un parfum que vous portez toute votre vie. Et donc, ce sont ces blessures-là on garde. Il y a aussi le rejet. Donc, souvent, on a beaucoup d'enfants, on fait beaucoup d'enfants, mais on préfère un par rapport à l'autre. Et donc, cet enfant-là, quel que soit l'âge, je disais la dernière fois, les enfants ont la même dignité qu'un adulte. Ils ont la capacité de percevoir tout ce qui se passe dans la maison. Donc, quand vous les rejetez parce que ils ne vous conviennent pas, ou bien très souvent, ça arrive quand on attend un enfant de sexe opposé. Par exemple, on veut un garçon. Oui. Et puis, ça vient, c'est une fille. Le comportement des parents ou même souvent des grands-parents ou bien la famille à l'accueil. Moi, je connais une amie sage-femme qui a dit qu'elle a perdu un bébé qui venait de naître. Quand elle a annoncé à la mère que c'est une fille, elle a poussé un souffle pour dire « Oh, moi, je voulais un garçon ». Elle a dit, les 5 minutes après, le bébé est parti. Oula. Donc, c'est juste pour vous exprimer un peu à quel point ce rejet-là peut influencer même un nouveau-né. Il y a même des enfants qui, étant dans le ventre, ont essayé d'être avortés. Et donc, ce traumatisme-là, l'enfant a subi depuis l'intérieur. Donc, il s'est battu, il s'est défendu pour rester en vie. Donc, quand il naît, c'est quelqu'un qui est toujours en train de pleurer, pleurnicher ou bien se plaindre.
il manque de confiance, il n'est pas sûr de lui, il pense qu'à tout moment, on va le rejeter. Et donc, ça va créer un cycle infernal dans sa vie, de sorte qu'à tout moment, il veut forcément intégrer un certain nombre de groupes au prix même de sa propre personnalité, parce qu'il a peur à chaque fois qu'on puisse le rejeter. Alors, toujours au titre des manifestations des blessures intérieures, on a cité pêle-mêle la peur, l'abandon, l'insécurité, la violence, le rejet. Comment concrètement, au quotidien, cela se décline pour une personne ou une autre? Déjà, je prends l'exemple de l'humiliation. L'humiliation aussi, c'est une blessure. Vous êtes enfant, à l'école, on subit beaucoup d'humiliation. La brimade et tout. Les brimades des camarades. Peut-être que vous avez un peu d'obésité, ou bien vous n'avez pas forcément la même corpulence que les autres, ou bien vous avez beaucoup plus de cheveux, ou bien vous n'avez pas de cheveux. L'environnement des enfants, c'est un environnement où l'humiliation est vraiment palpable. Donc, vos amis se moquent de vous. Souvent même l'instituteur, ou bien le professeur, ou bien le directeur d'école dit quelque chose, peut-être pas dans le but de vous humilier, mais vous le percevez comme une humiliation et vous grandissez avec cela. Et ça peut créer une crise de confiance en vous, parce que depuis que vous êtes petit, on se moque de votre forme, on se moque de votre taille, on se moque de vos cheveux, on se moque de vos nez, de votre nez, de vos oreilles. Donc, vous avez passé toute votre enfance, on se moquait de vous. Donc, quand vous grandissez, quel que soit ce que vous faites, peut-être que vous avez un talent de journaliste, mais comme on a passé le temps à se moquer de vous, vous avez peur de passer devant les caméras ou bien de passer un entretien où vous allez avoir votre premier boulot. Donc, cette confiance-là, vous l'avez perdue parce que tout le processus mental, le cerveau a enregistré que, bon, tu n'as pas un beau nez, donc tu n'es pas présentable. Si à l'école, on se moquait, donc devant les caméras, c'est toute la nation qui va se moquer, etc., etc. Et donc, vous n'osez rien, vous restez toujours dans votre coin. Et il y a aussi des conséquences qui vont découler parce qu'une personne est faite pour être épanouie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une fleur. Pour qu'une fleur s'épanouisse, on ne la tire pas pour dire sort. Oui. On la laisse prendre son temps pour s'épanouir. Donc, c'est la même chose. C'est vrai que dans cette émission, avant de terminer avec vous, on aura des solutions pour savoir comment régler ce genre de problème. Ce n'est pas palpable, ça paraît anodin, mais ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Ouais. Il faudrait vraiment être regardant sur ces choses. Bien sûr, oui. Il faut s'en rendre compte, comme je disais la dernière fois. Nous tous, il n'y a pas une personne qui ne traîne pas de blessures. Mais le principe, c'est de s'en rendre compte. Je prends le cas des blessures en famille. Il y a des gens dans la famille pour lesquels on n'est jamais satisfait de ce qu'ils font. Donc, depuis qu'ils sont petits, ils ne font jamais assez bien. Et donc, ils ont toujours voulu faire mieux, faire bien à leur propre détriment. Et donc, cette blessure-là, ils le traînent un peu partout. Et donc, il est bon de pouvoir, à un moment donné, se surpasser, accepter ce qui s'est passé, mais prendre la décision, pour une fois, de vivre pour soi. Donc, en voulant vivre pour soi, on ne cherche plus à plaire aux autres. On ne cherche plus si ce que j'ai fait, c'est suffisant. Vous savez que telle chose, c'est votre devoir d'enfant. Vous le faites. Le parent est satisfait ou pas, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le principe, c'est que vous aussi, vous devez prendre soin de vous. Vous devez avoir un bon regard sur vous. Vous devez vous donner de l'amour et ne pas forcément attendre que les autres vous en donnent. Alors, coach, on a tendance à dire qu'en effet, de ce qu'on a reçu, et là, on parle des blessures intérieures d'enfants. C'est clair que c'est dans le cocon familial que ces blessures-là surviennent. Pour des parents en amont, quelle est la démarche pour pouvoir éviter au maximum de créer ces blessures-là qui, ma foi, ne sont pas béantes, hein, ce n'est pas du sang qui coule, mais les griefs sont à l'intérieur? Déjà, la dernière fois, je disais, d'abord, pour ne pas... C'est l'amour qui guérit toute maladie. C'est l'amour. Si vous donnez de l'amour à un enfant, vous donnez de l'amour dans votre maison, il ne peut pas avoir, comment je peux dire ça? Un déséquilibre. Mais comme on a des difficultés au quotidien, et donc donner l'amour, c'est un défi au quotidien, c'est un challenge. Donc c'est à vous de prendre à bras le corps
façon de penser. Par moment, vous êtes débordé. Le mois est fini, à peine vous sortez du guichet, vous n'avez même pas 10 francs pour acheter une sucrerie pour vous-même. Tout l'argent est parti. Donc, vous êtes déjà énervé. Vous arrivez à la maison, les enfants ont tout mélangé là-bas. Vous êtes énervé. Il y a plein de choses dans une journée qui peuvent se passer qui font que vous oubliez d'être une personne calme, tranquille et tout ça. Et donc, dans cette période de stress-là, vous pouvez poser des actes que pour vous, vous avez fait parce que vous êtes fâché. Mais c'est quelque chose que les enfants vont grandir avec. Par exemple, les chicoter, les insulter, les traiter de tout, bien battre la maman, bien, en tout cas, tout l'environnement de violence qui va régner dans la maison. Mais tout à l'heure, vous avez dit, ce n'est pas seulement dans la famille que les blessures se créent. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont plus confiance en leurs parents parce que ils l'ont peut-être, en fait, il y a des blessures liées à la trahison, par exemple. La trahison, c'est quoi? L'enfant, le parent lui a dit, « Ah, demain, on va aller au parc d'attractions. » Et puis demain, lui, il attend, l'enfant, il attend. Ah oui, il vous attend, il n'oublie pas. Et puis le jour arrive, « Ah, laisse-moi, moi, je suis fatigué. » Alors, on a dit ça, là, est-ce qu'on est obligé de partir? C'est une trahison. L'enfant ne vous fera plus jamais confiance. Donc, souvent, les enfants, on dit dans notre jargon, c'est de vrais psychologues. Ils peuvent venir même mettre ça dans votre bouche. Ah, maman, on va faire telle chose, non, papa, on va faire telle chose. Si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de le faire, dites aux enfants, on ne va pas le faire. Le jour que je suis prêt, je vous dis, je ne vous fais pas de promesses. On ne fait pas de promesses aux enfants parce que si vous faites, vous devez tenir cette promesse. Voilà. Donc, cette trahison-là, l'enfant va grandir avec l'esprit que les adultes, on ne doit pas leur faire confiance. Donc ça, c'est dans le cadre familial. Mais le même enfant, il n'a pas de repère parce qu'à la maison, là, il n'a pas confiance en ses parents. Mais il sort dans la ville, vous trouvez des adultes qui manquent de bienveillance. Il rencontre un enfant dans la rue, il le rabrouquite devant nous. Donc cet enfant n'a plus de repère parce qu'il pense que si à la maison on le maltraite, il peut quand même trouver un adulte dans la rue qui va lui donner juste un geste de bienveillance. Mon petit, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Le simple fait de s'intéresser à cet enfant-là va lui apporter une petite lueur de bonne humeur, de gaieté, de joie et d'amour. Et donc, il n'y a pas que la famille, il y a la société. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez un enfant qui n'est pas protégé, qui n'a pas de parents autour de lui, vous n'êtes pas obligé de brimer l'enfant, ou bien de le maltraiter, ou bien de le taper, ou bien de lui crier dessus. Donc, dans tous les domaines dans lesquels on se trouve, c'est également à l'école. C'est également à l'école. Les enseignants, le corps enseignant doivent avoir cette figure parentale également. Ce n'est pas juste la rigidité. On tape sur la table et puis tout le monde se redresse. Non, l'enfant doit pouvoir... Il y a des enfants qui ont remonté la pente parce qu'ils ont trouvé un professeur qui était vraiment bienveillant et ils se sont accrochés à ce professeur-là pour pouvoir émerger de toutes les situations. Mais comment on fait la frontière aussi pour ce genre de cas-là, pour ne pas faire l'amalgame où l'enfant pourrait faire un transfert sur la personne et pourrait créer d'autres problèmes? Bien sûr, l'enfant, très souvent, les enfants, surtout les filles, elles font des transferts sur la figure du professeur ou bien de l'enseignant. Mais toujours est-il que la grande responsabilité revient aux parents. Donc, si vous, les parents, vous n'êtes pas regardants et que cet adulte extérieur n'est pas bienveillant, lui va profiter de la situation. Il y en a qui profitent. Il y en a aussi qui ont vraiment la conscience, qui font un effort pour aider ses parents, qui font même le processus d'aller en famille pour aider un peu l'enfant à se réinsérer. Mais tout part de la famille. Donc, si vous n'avez pas une famille qui vous encadre, vous êtes en insécurité. Alors, ce que vous dites, c'est tellement important. Et puis, dans les éléments de réponse, il y a d'autres éléments qui ressortent aussi. On va revenir un peu dans la famille même. Vous avez dit donner de l'amour, parce que l'amour, eh bien, soigne toutes ces blessures. Pratiquement, pour les personnes qui nous suivent, comment est-ce qu'on donne de l'amour? Quand on n'a pas reçu aussi en amour. Quand on n'a pas reçu, peut-être aussi quelque part. Donner de l'amour, c'est des petits gestes. Merci de le dire avec le sourire. C'est des petits gestes simples d'affection. C'est-à-dire, souvent quand vous rentrez à la maison, les enfants eux-mêmes promptement viennent, ils accourent, viennent vous faire des accolades, atout. Le atout là, nous-mêmes les adultes, c'est parce qu'actuellement avec la crise sanitaire, on n'a plus de contact physique. Mais le fait d'étreindre quelqu'un,
c'est une décharge, en fait, émotionnelle de plusieurs choses. Donc, quand quelqu'un vous apporte sa chaleur et que vous l'étreignez, vous vous sentez déchargé, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Ça, vous voyez, quand on est dans les périodes de deuil, etc., quand vous trouvez quelqu'un dont vous êtes proche et que vous avez perdu ensemble une personne, vous vous étreignez, vous n'avez pas envie de vous laisser. C'est une décharge, c'est de l'affection, de l'amour, parce que l'être qui est parti crée un manque. Et donc, vous vous rechargez émotionnellement. Donc, étreindre les enfants, souvent, spontanément, les enfants, observez vos enfants, quand ils viennent vous étreindre, c'est des enfants qui sont en quête d'affection de votre part. Et donc, souvent, quand vous finissez, il faut passer du temps avec eux. On appelle ça les moments de qualité. N'achetez pas que des jeux à hauteur de millions pour les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ces jeux-là. Ils ont juste besoin de ça pour 1 heure, 2 heures. Mais ils ont besoin d'aller patiner avec vous. Ils ont besoin d'aller monter dans une auto-tamponneuse de riz avec vous. Et même discuter seulement. Ils ont besoin de manger à table avec vous, parler, vous poser des questions. Ils veulent savoir, est-ce que vous réagissez comme eux, ils réagissent? Est-ce que vous pensez de la même manière que... Par moment, les enfants veulent venir dormir sur votre lit avec vous. C'est des petits moments de bienveillance, d'affection, d'amour qu'il faut donner à ces enfants. Par moment, les raccompagner à l'école, aller jusqu'en classe avec eux, leur dire bonne journée. C'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais que les enfants gardent toute leur vie. Et c'est ça qui crée l'équilibre chez toute personne. Alors, coach, c'est très bien de pouvoir donner à profusion cet amour-là, mais en même temps, si on veut rester dans un équilibre, parce qu'il y a certains enfants qui développent facilement le syndrome de Peter Pan, qui ne veulent plus grandir et qui se complaisent dans les câlins. Voilà, et ça crée d'autres problèmes parce que, bon, il ne prend pas conscience du fait que les années passent et on grandit. Il faut faire face aussi à d'autres responsabilités. Là, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. C'est le type de communication. Je pense que mon collègue va parler de ça. Mais dans la communication avec les parents, il y a plusieurs. Il y a l'autoritarisme, il y a le laxisme et il y a la bienveillance. Donc, l'équilibre d'une éducation, c'est ça. Donc, on donne des câlins, mais il y a des jours, au-delà du câlin, ce n'est pas parce qu'il vient de te donner les câlins que quand je vais te demander est-ce que tu as pris ta table de multiplication, tu as dit non, que je vais te faire un bisou. Tu vas t'asseoir et tu vas apprendre ta table de multiplication. Donc, souvent, les parents pensent que dans notre discipline, quand on parle, c'est de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Non, un parent, il a de l'autorité. Donner de l'amour à un enfant ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection. Souvent, on peut donner des instructions à un enfant, mais avec amour. Et l'enfant va bien le faire. Mais si on lui donne ça avec un... Vous êtes dans un état où vous donnez des instructions, des ordres. Vous savez, l'être humain, n'importe quel être humain a horreur des instructions autoritaires. Si vous donnez des instructions autoritaires à quelqu'un, il va faire votre travail pour vous, mais il ne va pas bien le faire. Il va le faire avec amour. Mais si vous avez une bonne interaction avec cette personne et que vous le lui demandez, comme il sait que vous êtes bienveillant, il a envie de faire pour vous aussi vous faire plaisir. Et donc, il y a une nuance, l'amour, mais pas dans le laxisme, voilà. Alors, on va terminer dans pas trop longtemps, mais rapidement, avant de terminer, vous avez fait ressortir un élément très important aussi. C'est vrai qu'on a des blessures, on a envie de les évacuer, on a envie de vivre. Rapidement, comment vivre pour soi? Déjà, vivre pour soi, c'est de prendre la décision. Oui. Accepter qu'il y a eu des situations qui se sont passées et qu'on ne pouvait rien faire et c'est arrivé et que tout le monde vit ces situations-là. Deuxième chose, c'est se déconstruire, c'est-à-dire passer à une époque où on essaie de tout casser dans notre vie. Donc, en se déconstruisant, on peut décider d'identifier quelqu'un en qui on a confiance et faire sortir tout ce qu'on a emmagasiné, qui nous donne cette rage, cette colère-là. Parler avec cette personne. À chaque fois qu'on parle, on se vide de notre trop-plein. Et donc, une fois qu'on fait cela, on commence aussi à se faire plaisir. Tout à l'heure, j'ai dit, pensez à vous faire plaisir vous-même. Je connais des gens qui, dès qu'ils prennent leur salaire, ils rentrent dans un supermarché, ils achètent quelque chose, ils boivent avant de sortir parce qu'ils savent que le reste là, c'est pas pour eux. Donc, il faut classer ça. Le reste là ne leur appartient pas. Donc, ce petit moment de plaisir exclusivement réservé à vous,
il est important de le faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais vous créez un fou et ce plateau. Je pense que Thierry... Apparemment, les gens se sont reconnus. Non, il n'y a pas que des gens là-bas. Je pense que c'est tout le monde qui s'est reconnu. Mais c'est une bonne astuce en tout cas. Voilà, achetez-vous quelque chose, buvez, allez commander un vêtement rapidement parce que dès que vous Il faut faire ça en même temps. Voilà, dès que vous arrivez à la maison, les dépenses vous attendent, ce n'est plus pour vous, etc. Merci infiniment pour l'astuce, coach. Ça, franchement, on va l'appliquer à la lettre. Merci beaucoup pour ce passage aujourd'hui. On espère que nos chers parents et collègues en ont pris de la graine pour pouvoir ajuster l'éducation apportée aux enfants et surtout ne pas créer des blessures pour les handicapés dans leur évolution.